Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le Quoi Lecture pour ce deuxième numéro du Quoi Lecture. Avec, on est à l'heure, mais presque, parce que la machine joue contre nous, Roméo n'est pas totalement prêt. Donc avec pour la première fois dans le Quoi Lecture, mais pas la première fois sur le Quoi Pop, Roméo, salut. Salut. Qui essaye de relancer inlassablement Audacity, mais on verra. Il y a 3 sauvegardes, donc ça va, on devrait s'en tirer. Mais ce serait bien de l'avoir quand même. On a le retour de Corée, qui était déjà là il y a 2 semaines. Salut Corée. Salut. Et Clara, pour la première fois aussi ici, mais pas sur le Quoi Pop, parce que du coup Roméo est un fidèle de Tales from the Sewer, et Clara du site Alpha. Salut Clara. Salut. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vous allez bien dans le chat aussi. Alors j'ai plus le chat sous les yeux. Mais salut Guigui, salut Yasmine et salut Litena, j'espère que vous allez bien et c'est les autres qui sont silencieux dans le chat. On va encore parler aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient éventuellement pas là la dernière fois ou n'ont pas écouté le podcast, de 4 lectures, chacun une lecture. Petite triche éventuellement la dernière fois puisque Queen en avait 15. Mais on va parler de 4 lectures. Pas toujours, cette semaine on n'a pas de comics, mais on a de la bande dessinée quand même. Et on va justement commencer avec ça, avec toi Roméo, avec Slum Kids. C'est ça, donc Slum Kids, qui est au label 619, édité par Rue de Sèvres. Donc le label 619, on va encore le présenter rapidement. Précédemment édité par Ankama et depuis 2 ans Rue de Sèvres, je crois. C'est ça. Donc le label mené par Run, sur lequel on retrouve Flore Maudou, Singelin, Bablet, Simon Hutt. C'est ça, ou qui nous fait du comics français, de la BD française, et donc pour lequel moi j'ai une très grande affection, et ce depuis le début, depuis le tout premier Doggy Bags, pour plein de raisons. Hein. C'est déjà un titre que j'ai vendu en librairie et que j'avais envie de vendre et sur lequel je me suis accroché, et c'est là où je retrouve parmi mes meilleures lectures de ces dernières années. Voilà, donc je suis évidemment chaque publication du label. Et donc là, je vais vous parler de Slum Kids. Donc Slum Kids, qui est écrit et dessiné par l'auteur nantais Petit Rapace, que l'on avait déjà vu sur le Doggy Bags 17. Il y a beaucoup de nantais ce soir, hein, parce que le livre d'après, je crois que c'est nantais aussi. Ok. Donc par Petit Rapace, que l'on a vu dans le Doggy Bags 17, qui était le dernier Doggy Bags, sur lequel on avait on va dire un taulier du label qui écrivait pour une jeune pousse. Donc c'est là où on avait notamment vu Nico sur des histoires, et donc on avait eu Petit Rapace, et également dans Low Reader 2 sur une histoire qui a permis de découvrir son lore. Voilà, donc Slum Kid, c'est quoi? C'est des gamins dans une décharge qui cherchent à survivre. Le pitch, grosso modo, c'est ça. Donc déjà, pour revenir dans le Reader, que ce soit dans Doggy Bags ou le Reader, en fait, il y a beaucoup de récits. Bon, c'est tous des récits quasi autocontenus sur lesquels il n'y a pas de développement d'univers. Et lorsque j'ai lu le Reader 2, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis fait 2 remarques. C'est comment ça se fait qu'ils n'avaient jamais utilisé cet aspect-là, ce côté décharge, des gamins dans les décharges, sur lequel il y a plein d'histoires qui est possible d'écrire, surtout dans le style de Doggy Bags. One Piece l'a fait. Désolé. Et ma deuxième remarque, c'est ok, je veux en voir plus de cet univers-là. Donc tant mieux. Slum Kids est arrivé quelques mois après, le Reader 2, quelques années, je crois maintenant, ça fait 2 ans. Oh, le Reader, c'est pas si vieux le 2. Un an et demi, ouais, peut-être. Et donc là, on a un premier tome de Slum Kids, donc par Petit Rapace. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le Low Reader pour comprendre, appréhender ce tome-là, qui est autocontenu, même si c'est un tome 1, il a un tome 2 en cours, et il espère, si les ventes suivent, pouvoir faire un tome 3. Donc on suit un gang, les microbes, composé de 3 membres, NJ, Bambi et Lombric, ainsi qu'un chien, Bone. C'est toujours important quand il y a un chien. On a il est bien notamment balèze d'ailleurs. Enfin, s'il est à l'échelle de la couverture, bien balèze.
Le personnage d'Enji, on l'avait vu dans le Reader, mais voilà, il y avait pas besoin de le voir, de le connaître. Il y a d'autres personnages qu'on recroise, mais voilà, c'est vraiment indépendant. Ne pensez pas qu'il faut lire le Reader 2, même s'il faut lire le Reader 2. Ok. Donc voilà, on a une histoire J'ai très un doute de ce que inspirée. tu disais au début. C'est ce qu'il a fait avec Nico, c'est sur le Reader 2 justement ou sur Doggy Bags? Non, mais lui, il l'a pas fait avec Nico. En Ah, il fait, l'a pas fait avec Nico. Ok. c'est dans C'était dans le Doggy même Bags. que Nico. Ok. Ouais, c'est dans le Doggy Bags 17 où on avait les trois histoires où il y Ouais. avait à chaque fois un des tauliers du label avec une jeune pousse. Et il y avait une histoire avec Nico, une histoire avec Petit Rapace, et le troisième, j'ai oublié. Nico Nantais aussi d'ailleurs. Et donc là, on a une histoire, moi, qui m'a fait immédiatement penser à un de mes films préférés, La Cité de Dieu, Ok. pour ceux qui connaissent, qui se passe dans les favelas de Mhm. Rio. Donc, pareil, un quartier où c'est la misère, où la survie est plus important que vivre, où c'est la débrouille. Donc là, le côté, donc on a trois gamins, c'est vraiment des gamins qui sont livrés à eux-mêmes euh, et qui ont tout connu. Voilà. La citation qu'on peut voir sur la présentation, de quoi un gosse, je fume, je sniffe, j'ai tué, braqué aussi, je suis un homme, bah, ça résume bien leur état d'esprit pour ces gamins qui vivent avec la violence. C'est leur quotidien. Donc, on est sur une affaire, bon, sur des gosses qui bah, vont braquer pour vivre, pour récupérer de l'argent. Et bah, sauf que il va y avoir de la vengeance. Eux, ils ont leur micro-gang, donc les microbes. Ils Ils vont ont tomber sur plus fort, des, quoi. ouais, ils ont des ennemis aussi derrière, bah, ça va impliquer des conflits entre eux. Et surtout, la question principale, c'est est-ce que la violence doit réellement engendrer la violence? Est-ce que c'est la solution à tout? Avec chaque personnage qui a un point de vue différent à cela. Enji qui est dévoré par la violence et par la haine et par le fait de survivre, il est prêt à tout. Bambi, qui est le personnage féminin qu'on le voit sur À la gauche, troisième droite. page, qui, elle, voudrait pouvoir sortir de, de cette spirale-là. Et Lombric, leur pote, qui est vraiment la définition même en fait de leur gang microbe, qui bah, lui subit plus de par sa condition. Il a l'air Euh, dans un sale état, en effet. il est dans un sale état de base, ouais. Ok. Et on a voilà, cet aspect où chacun veut survivre et veut sortir de ça. Je vais pas raconter le twist, mais on a un gros changement. C'est un tome de Moi, combien de pages? le tome, il fait une centaine de pages, Ok. qui est divisé en deux avec un épilogue, Ok. qui est vraiment en deux actes avec un épilogue. Le premier acte était vraiment ce que j'attendais. Le deuxième m'a énormément surpris parce que je m'attendais pas forcément à ça, mais qui est finalement pas déconnant quand on connaît d'où ça vient. Ça vient de le reader, donc on est sur du côté mystique, horreur, très très BD de genre, donc qui n'est pas déconnant, mais ayant cherché à éviter tout ce qui est preview, bah, j'ai eu j'ai été agréablement surpris. Du côté des dessins, on a donc un Petit Rapace qui arrive à contraster son récit très sombre, très violent, très vulgaire, avec des personnages qui qui sont finalement très ronds, qui masquent. On voit leur souffrance, on voit leurs blessures, mais c'est enrobé dans ce côté quand même un peu très rond. Moi, ça me fait un peu penser dans le même principe à The Grossery, Mhm. où bon, le Grossery, on est beaucoup plus sur le côté bah, mignon et animaux, mais on a ce décalage entre le récit et le dessin. On dirait un. Moi, je le. Alors, Grosserie, c'est pertinent, mais je voyais ça comme une sorte de mix entre Mutafukaz et Scott Pilgrim dans le design aussi, un peu. Ouais, ça emprunte pas mal à Mutafukaz, oui. Je sais que petit rappel au niveau du manga, de la Japanimation. Et je l'ai entendu pas mal citer Akira notamment. Mhm. C'est pas un domaine que je connais le mieux, donc c'est vrai que je pourrais pas moins faire le rapprochement.
Voilà, c'est premier tome intéressant, un univers très fourni et sur lequel j'espère que ça fonctionnera pour pouvoir en lire d'autres et surtout il va pas chercher à faire une suite, mais réellement à raconter des histoires dans cet univers-là. Ok. Donc ça se lit vraiment sans connaître rien d'autre, sans avoir Ça lu. se lit sans en connaître un d'autre. Il y a plusieurs, enfin, on peut en retirer plusieurs choses. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce il y a vraiment aucun espoir? Les 2 lectures sont vraiment possibles, finalement. En plus, Et puis le c'est très 619 intéressant. fait les deux en plus, donc c'est pas comme si on avait la tendance. Voilà, chacun pourra finalement voir de l'espoir dans le récit ou finalement aucun espoir et tout est crade, le monde est crade et essayons de survivre et c'est tout. Ok, et ben ça a l'air bien cool, moi ça m'a bien intéressé en tout cas. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez réagir ou autre. Et Corée ou Clara, je sais pas si vous lisez du 619 déjà ou si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais n'hésitez pas si vous avez des remarques. Et sinon, eh ben on passe à toi Clara. Bah, juste une remarque, je Vas-y. lis pas du 619 parce que j'ai pas l'occasion spécialement, j'y connais rien en BD, mais je trouve ça intéressant vraiment Et en plus, vu que tu viens d'Angleterre, je sais pas si c'est vendu pareil. Ouais, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur le rapport à la violence et le côté vraiment cartoony, un peu cute. Je me demande du coup si ça permet de montrer des trucs encore plus violents que si c'était un style beaucoup plus réaliste et... Ouais, ça va loin. On peut avec le virage que prend l'acte 2, avec un côté vraiment horreur mystique, ça aurait été difficile d'être dans le réalisme en plus derrière. On avait déjà ce côté un peu, mystique dans le 1 dans le Reader 2, mais qui était explicable par, l'absorption de drogue. Heu, non mais par les protagonistes, Dans hein, l'histoire, oui, oui, Oui. j'imagine. Ou peut-être les auteurs, on sait pas, mais Les deux peut-être. mais là on a vraiment, ouais, un côté horrifique qui aurait été compliqué d'un point de vue, graphique, si le réalisme était cherché. Moi je suis pas un fan en plus de violence, graphique. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je sais que il y en a, c'est ce qu'ils recherchent et le côté gore à tout prix et le toujours plus loin est un Mhm. est un leitmotiv chez certains, pas chez moi, c'est quelque chose qui me rebute même et donc là, c'est violent, c'est gore, mais ça passe. Ok. Je le donnerai pas à mes gosses, pour autant par contre, hein. oh, Pas pour encore en tout cas. s'endormir. L'absorption de drogue par les lecteurs, dit Yasmine. Oui, aussi peut-être, ouais. Mais pas ce lecteur-là en l'occurrence. Eh ben écoutez, on va passer à toi Clara avec un roman, le premier tome d'une saga. Oui. Bah du coup, puisqu'on parle de violence et de mysticisme, on reste dans le temps. Donc je vais parler d'une œuvre de space opéra qui prend ses inspirations à la fois dans l'imaginaire médiéval, mais aussi dans l'islam, les cultures indiennes, le bouddhisme, la Renaissance italienne, ou bien même la science-fiction, la fantasy, qui contient un corps de moines guerriers, une fédération des planètes, des guildes de marchands et de criminels, des intrigues de palais, des machinations politiques, la création d'un empire galactique et le voyage initiatique Star Trek en fait, c'est ça. D'un jeune homme perdu sur une Star planète de Wars, périphérie, soudain propulsé dans une aventure pour sauver l'univers connu par l'arrivée donc propulsé par l'arrivée d'une jeune femme noble John Carter, du alors. cœur de la Fédération, en fuite pour rejoindre le maître d'un art mystique oublié. Donc oui, effectivement, je ne parle pas de Star Wars, je parle pas de Dune. Doctor Strange. Non, je parle donc des Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Les Guerriers du Silence, c'est à la fois le nom d'une trilogie, mais aussi le nom du premier tome qui a été publié en 93 et suivi donc par Terra Mater en 94 et La Citadelle Hipponéros en 95. Je me concentrerai principalement sur le premier, mais je pense que de toute façon ça ne se lit que sous forme de trilogie. Enfin, le premier tome peut être plus ou moins comme le premier tome de la trilogie Star Wars, par exemple, lu tout seul. Mais à partir du moment où vous continuez, de toute façon, c'est une vraie trilogie qui se tient en un seul groupe. Le premier livre a eu à la fois le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Julia Verlanger. Et le troisième livre a eu le prix Cosmos 2000 en 96. Voilà, donc
la trilogie raconte la naissance d'un empire qui naît en fait de l'annexation des autres planètes et des autres systèmes politiques par la royauté d'un des mondes de la Fédération et aidé par leur religion d'État qui est le Creuse. Donc la planète qui crée cet empire est une planète vraiment basée sur une Italie de la Renaissance, et la religion du Creuse est vraiment basée sur l'Église catholique dans ces moments les plus, disons, les moins jolis, quoi. Reluisant. Oui, voilà, les moins reluisants, merci. Par exemple, ils utilisent dedans ce qu'utilisent... Il y a un paquet d'époques pas reluisantes du catholicisme. Oui, donc, mais on va dire qu'ils prennent des petits bouts de chaque période, si tu veux. Ok. C'est... Par exemple, l'église du Creuse, on parle en fait... vont utiliser par exemple dans le livre ce qu'ils appellent des croix de feu lentes. Et en fait, c'est une espèce de révision des croix... des croix chrétiennes, mais d'une façon science-fiction, donc basée sur de la technologie qui te brûle à petit feu, etc. Mais c'est vraiment basé sur ce côté imaginer église... La symbolique est voilà, là, quoi. Imaginez vraiment église catholique de la Renaissance... Pardon, excusez-moi, il est tard pour moi. Mais, enfin, voilà. Il est moins tard pour nous. Oui, t'as t'as raison. Mais voilà, donc le premier livre se passe en l'espace de quelques semaines et est basé principalement sur 2 personnages. Le personnage de Tissuoti, qui est un employé oublié, déprimé, alcoolique, qui travaille sur une planète perdue où il travaille pour la compagnie intergalactique des longs transferts. En gros, c'est le Miles O'Brien du livre. Ok. Le livre se passe principalement donc sur 2 personnages sur quelques semaines, alors que les livres suivants vont suivre beaucoup plus de personnages et vont développer le nombre de personnages et à la fois se passer sur des décennies entières. Et là où le livre met l'installation de l'Empire, le 2e et le 3e livre, eux, sont dans un empire qui est complètement installé, une destruction déjà faite des cultures locales et des religions, etc. Donc c'est même s'il y a marqué en tout cas sur mon édition, il y a marqué science-fiction juste en dessous du titre, et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la fantasy. Pour moi, c'est de la fantaisie qui se passe dans l'espace, en vrai. C'est beaucoup plus basé sur le mystique et le mysticisme exactement. Comme Star Wars, quoi. C'est ça. Moi, donc j'ai découvert ça en 2010-2011, j'ai découvert Bordage en lisant Wang, et après avoir lu Wang, j'ai découvert cette trilogie que j'ai lue. Donc le premier livre fait un peu plus de 600 pages, et je crois que je l'ai lu en 4 jours. Ça se lit... si vous rentrez dedans, c'est plein de mondes différents. Bordage arrive à faire vraiment un monde fouillé et plein de références, de cultures différentes, et à la fois on a l'impression que le monde est beaucoup plus large que le livre qu'il contient. Et il y a tellement de choses qui sont référencées par les personnages sans être expliquées et qui montrent un monde plus large. Cela dit, c'est un livre qui a été écrit, qui a été publié dans les au début des années 90, mais qui a été écrit dans les années 80, et comme beaucoup de la fiction de l'époque, on va dire que c'est pas parfait d'un point de vue représentation, surtout des femmes et des personnes LGBT. Déjà, le personnage féminin, qui est clairement un espèce de syndrome Trinity, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas trop, Trinity dans Matrix, qui est ce personnage parfait, qui est forte, etc., et qui finit par être un peu mise de côté pour un mec qui a... Le 4 est là. Le 4. Excusez-moi, défenseur de Matrix 4 ici. Non, mais t'es pas le seul. Et surtout, un autre truc, c'est qu'il faut savoir, c'est à peu près, je crois que c'est le cas dans quasiment tous les livres de Bordage, c'est qu'il a vraiment tendance à utiliser les crimes et les abus sexuels, surtout sur les femmes et les enfants, comme une manière de montrer la noirceur de ce monde, la violence de ce monde. C'est des livres, de manière générale, il y a beaucoup de violence, mais sur les femmes et les enfants, il y a surtout il y a en plus de la violence physique et morale, de la violence sexuelle. Et c'est d'autant plus problématique que les seules relations
homosexuels, ou en tout cas toutes les seules relations qui ne sont pas hétérosexuelles, font partie de ces violences souvent vers les enfants. Donc je vais mettre quand même c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on va vers les livres. Voilà. C'est les années 90, hein. C'est comme quand tu regardes Le Silence des agneaux, c'est hyper transphobe. C'est quelque chose, je tiens à dire, parce que si on ne le sait pas, on peut être peut-être rebuté un peu. Mais ça reste pour moi un livre super intéressant, parce que déjà il y a un côté où en fait dans la montée de cet empire, il y a un côté en fait de la pourriture du système qui existe déjà. Quand le premier livre s'ouvre, il y a une confédération des planètes, et qui est protégée par un ordre de moines guerriers et par un certain nombre de personnes qui ont des connaissances mystiques. Et en fait, on se rend très vite compte que toutes ces personnes qui étaient là pour protéger cette confédération ont peu à peu chuté à la fois dans le dogme ou dans l'abandon. Et il y a un côté où, en fait, toute ressemblance à la montée du fascisme serait complètement faite par chance. Il y a vraiment un côté où... Fortuite, merci. Je sais vraiment plus parler, c'est dingue. Je m'excuse auprès des auditeurs. Mais voilà, il y a vraiment... Elle habite en Angleterre. Les auditeurs ne le savent pas, elle habite en Angleterre. Il y a vraiment un côté où on voit que la prise de pouvoir par ces forces finalement du mal ne sont possibles que parce qu'il y a une chute complète de ce qui était mis en place pour les empêcher de monter finalement. Et c'est presque... Ça me rappelle un truc en effet. Cela dit, je vais juste... Je suis un peu longue, mais juste je tiens à dire, donc si le premier livre est très concentré sur ces deux personnages, il y a quand même à peu près tous les 2-3 chapitres, un chapitre qui est du point de vue d'une personne tout à fait haute, qui est souvent plus revue après, ou en tout cas plus le centre, ce qui permet de montrer finalement ce qui se passe d'un point de vue plus grand dans la galaxie, mais surtout chaque chapitre est précédé d'un texte qui est in universe, par exemple un poème, un rapport de police, un règlement, et relativement souvent soit une mythologie, une définition de dictionnaire ou un extrait de l'historique qui est daté de siècles après que l'histoire ait été racontée, et qui sont matinés d'ignorance historique ou de ce qu'ils ne savent pas, et on voit qu'il y a il y a une mythologisation de ce qui se passe dans le livre, et qui donne au tout une espèce d'impression de destinée qui peut pas être changée finalement, et qui de toute façon va se passer. Et donc on sait que certains personnages vont survivre, on sait que certains personnages vont réussir, mais on ne sait pas comment, et on ne sait pas comment est-ce que la vision complète va évoluer vers ce point de vue mythique qui est vu des siècles et des siècles après. Ok, très bien. Bah ça a l'air cool en tout cas, un peu daté peut-être, mais ça a l'air intéressant. Et t'as lu que le premier pour l'instant, ou du coup t'as lu l'ensemble? J'ai lu les 3 en 2011, et j'ai relu le premier pour le présenter aujourd'hui. Déjà, c'est un livre français, donc si vous voulez lire de la science-fiction française, allez-y. Voilà. L'auteur est vendéen, mais a fait ses études à Nantes. Il a vécu à Nantes une bonne partie de sa vie. Mais il est reparti, mais oui, j'ai lu les 3 tomes. Mes souvenirs du premier sont quand même beaucoup plus développés. Mais ça reste... pour des livres que j'ai lus en 2011, j'ai quand même énormément de souvenirs. Ça m'a énormément marqué à l'époque. Ok, très bien. Bah, si personne n'a de remarques, on passe à toi, Corée. Si vous avez une remarque, vous n'hésitez pas. Attends, t'as relu 600 pages pour le présenter, demande Yasmine? J'ai fait un mélange de relire et d'écouter l'audiobook en 2.5, pour être exact. Ah, en 2.5, oui, ça aide un petit peu. J'ai un vague souvenir de l'avoir écouté en audio, et que les narrateurs étaient complètement transportés par le truc. Ah, c'était multinarrateur, du coup? Je crois, oui. Je me souviens plus, j'ai un très très vague souvenir. Alors, l'audiobook que j'ai écouté, je crois que c'est un seul narrateur qui fait des voix. Ouais. D'ailleurs, parfois, il prend des accents que j'ai trouvés étonnants. Douteux. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que Est-ce qu'il y a des accents racistes, c'est ça la question. Je sais pas trop si c'est raciste. Déjà, je l'ai écouté à 2.5, mais je trouvais que il y a par exemple un personnage de l'équivalent de science-fiction d'un conducteur de taxi, et tout ce que le texte dit, c'est qu'il a clairement l'accent de quelqu'un qui ne vient pas de cette planète. Et j'aurais pas pu passer l'accent, mais je trouvais que la manière dont c'était fait, ça pouvait avoir des relents racistes.
Ok. Ça rappelle la trilogie de l'Empire de Feist en audio. Ils ont essayé de faire un accent asiatique. Tu sais pas si c'est de l'enthousiasme du narrateur ou si c'est... Et t'as ça pendant 3 bouquins. Cela dit, il y a un moment drôle de l'audiobook, c'est... Il y a une scène où une personne se met à chanter, c'est une femme qui chante, et on dit... le narrateur dit qu'elle est plus qu'elle ne chante la chanson, que c'est merveilleux. Et après, le texte écrit le texte de la chanson comme un poème. Et le narrateur en audiobook fait une pause et dit note de l'auteur, je vais éviter de chanter pour vos oreilles ou un truc comme ça. Donc je vais me contenter de lire les paroles de la chanson. Ok. Je crois que je l'ai écouté du coup. C'est mieux que de se risquer de se louper, quoi. Éventuellement. Ou de passer 3 tomes à faire un accent asiatique, pas forcément parfait. Il faut bien que Michel Leb ait du travail. Et ben Corée, on passe à toi avec pas du roman, pas de la fiction, mais un essai. Ma mission, c'est de te surprendre à chaque coin lecture. On a eu les romans d'histoire chrétienne et maintenant on a... Le roman d'histoire médiévale, je me suis dit, on a un essai qu'est-ce social. que je vais lui faire? Là, je te fais un effet social. C'est Travailler encore, science et fiction du futur de l'emploi, piloté par Stéphanie Nico et Jean-François Stitch. Et c'est là où j'ai pris des notes, parce que, accrochez-vous, c'est publié chez Feu la maison d'édition ActuSF en collaboration avec le CEREFIGE. Feu depuis 2-3 semaines avec ActuSF. Ils ont annoncé leur bilan. Justement, tu vois, j'ai choisi ce bouquin parce que ActuSF, on le sait maintenant, il y a eu un dépôt de bilan. Donc, malheureusement, je sais pas si ce livre va être repris par un autre éditeur. Mais je trouve ça triste parce que en fait, ActuSF, je sais pas si vous connaissez bien cette maison d'édition, mais moi je connais parce que j'ai travaillé dans le milieu de la SF à un moment, quoi. Voilà, mais il y a eu quand même des auteurs complètement incroyables dedans, avec comme Jean-Laurent Del Socorro ou Roland C. Wagner, ou des titres, des livres hyper drôles. Il y a Pierre Bordage d'ailleurs dedans. Il y a Pierre Bordage. Et puis l'essai était dirigé par Stéphanie Nico. Alors je ne sais pas si elle est nantaise, du coup je ne sais pas si j'aurai ta validation. Je sais pas, je saurais te dire. Si quelqu'un peut se renseigner dans le chat, pitié. Je ne faisais que remettre en avant le fait qu'il y avait beaucoup de Nantais ce soir, c'est tout. C'est pas Davy à Tuile, le deuxième nom il est lyonnais. Hein. De toute façon, voilà. Je suis angevin de base, donc techniquement... Voilà, mais c'est vrai que Stéphanie Nico, c'est quand même une espèce de figure. Elle a quand même été rédactrice en chef des revues Galaxy pendant des années, et puis je pense que son rôle dans les festivals de l'imaginaire est quand même assez imposant. Donc je vous laisse imaginer un petit peu avant mes vacances, entre 2-3 gros dossiers, parce que c'est toujours un peu comme ça avant les vacances. Et là, je vois arriver ce bouquin, Travailler encore, ça me parle. Est-ce que vraiment j'ai encore envie de bosser? Est-ce qu'un livre va m'apporter des solutions? Du coup, je me suis dit que j'allais le lire pendant ce temps-là. Et puis, je me dis, quand même, c'est pas la première fois qu'on s'intéresse au travail, puisque au final, on a eu des films comme Bienvenue à Gattaca, comme on a eu le cycle des robots aussi en termes de boulot. Donc, est-ce que vraiment on peut apporter encore quelque chose sur ce truc, ou alors je sais pas, est-ce qu'on va encore avoir un édit du gouvernement qui va dire comment redonner la niaque aux Français qui sont pas capables de traverser la rue? Voilà, je pense que ça m'intéresse. Je pense que ça m'intéresse, tu vois. Et en fait, le principe de ce bouquin, qui est un essai, c'est d'alterner des nouvelles de science-fiction. Donc là, on a des auteurs comme Pierre Bordage, forcément, Florian Soulas, Sylvie Lenné, David Brie, puis encore d'autres encore, vous lirez le gentil slide de Manu. Et en fait, chaque nouvelle va être contrebalancée et illustrée par une étude d'une personne qu'on va dire intelligente, mais issue d'une université et inconnue du grand public. Mais c'est toujours noté dans la description. Et on reprend un peu le principe, je ne sais pas si vous connaissez la Red Team. En SF, c'est des auteurs de science-fiction qui vont essayer d'imaginer des scénarios de guerre, et des généraux ou des gens qui ont essayé d'appliquer leur stratégie pour voir si c'est possible ou si c'est... Bref, on le connaît tous. Je connaissais le principe, mais pas le nom.
Ah d'accord, c'est la Red Team et ils ont fait 2 bouquins, c'est les guerres de demain, si tu veux, je te passerai les références. Pour les amateurs de Star Trek, c'est le test de Kobayashi Maru pour nous en fait. Mais ici, on va plutôt parler de travail et pour vous donner vraiment l'intérêt de ce bouquin, je vais vous reprendre l'exemple de la première nouvelle et ça va parler à tout le monde, c'est le thème de l'amour au travail. Donc on a une nouvelle qui s'intitule Amour numérique de Florian Solas et je vous laisse imaginer la scène. Donc dans une grande entreprise, il y a un homme qui se fait arrêter pour harcèlement. Ça arrive. Ça arrive souvent. Si, ça arrive. Et coup de malchance pour cet homme-là... Stéphane Plaza, si tu nous écoutes. Coup de malchance pour cet homme-là, en plus il se fait arrêter et il va au commissariat. Et en fait, depuis des mois, il offre des cadeaux à une de ses collègues et il va jusqu'à rôder dans le couloir de son immeuble. Donc t'imagines que la dame est un petit peu traumatisée par la situation. Sauf que pendant la confrontation au commissariat de police, les 2 personnes ne se reconnaissent même pas. Elles travaillent dans la même entreprise. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis quelques mois, cet homme échange via la messagerie de l'entreprise avec l'IA qui assiste cette femme, en pensant que c'est elle. Résultat, la femme, elle est complètement traumatisée, mais l'homme va être relâché, puisqu'il ne harcèle pas la femme, il harcèle une IA. Donc de cette histoire, on va voir plusieurs soucis. Si un homme harcèle une intelligence artificielle en la prenant pour une vraie personne, mais le trauma est bien pour la vraie personne, du coup, comment on fait pour le poursuivre en justice ? Eh oui, parce que dans le droit pénal, il y a l'intention pour l'IA, mais pas pour la vraie personne. Il y a l'effet, ouais, mais il ne sait pas que c'est l'IA. Il ne sait pas que c'est l'IA, donc il y a l'intention envers la vraie personne. Oui, mais d'un autre côté, l'IA était plutôt réceptive, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, le mec va être relâché. Et la femme, elle peut même pas porter plainte parce que, en fin de compte, les actions du mec, c'était contre l'intelligence artificielle. Donc, peut même pas être une victime collatérale du truc, si tu veux. Donc, de là, on va s'interroger sur plusieurs choses. La première, c'est évidemment les IA ou même des machines. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Est-ce qu'elles vont nous assister ou est-ce qu'elles vont travailler contre nous ? Là, je te reprends le cycle des robots d'Asimov. Et ça peut changer tout le modèle économique parce que si on ne travaille pas, parce que les IA ou les robots nous remplacent, on n'a pas de salaire. Donc, on ne peut pas acheter de livres. Ça, c'est un gros problème. On est d'accord. Et donc, il n'y a pas de consommation. Donc, on ne peut pas acheter des biens non plus. Parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et pour ça, si tu veux l'illustrer, tu as le comics Not All Robots, par exemple, de Mark Russell et Mac Deodato Jr. Je l'ai noté pour ne pas le louper. Et qui montre une société où le travail n'est effectué que par des robots et on voit que ça glace un petit peu le sang parce que les gens ne se définissent que par le travail qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc imagine que si nous on n'a plus de travail, certes on passe plus de temps à lire, mais voilà. Mais on a aussi le statut juridique des IA, parce que si on les considère comme des choses, on ne peut pas les poursuivre en justice, et là c'est un vrai problème pour actuellement, comme on voit avec ChatGPT ou avec Midjourney par exemple. Quand Midjourney reprend des inspirations, entre guillemets, d'artistes pour créer des œuvres et qu'on les utilise sans les payer, forcément les artistes ne peuvent pas intenter d'action contre ça. Tu vois tout le souci. Donc tu vois, juste d'une seule nouvelle, on va déboucher sur plein de réflexions. Et puis c'est surtout que, imagine, alors je vais te citer un film incroyable du moment, et je te mets des petites guillemets acides. Je sais pas si tu connais le film Flash. Je l'ai vu, oui, effectivement. On en a parlé la dernière fois. Bah oui, avec cette IA dégueulasse qui nous a fait des visages d'acteurs morts ou vivants. Bon, ça n'est pas trop vu comment ils étaient représentés. Oui, mais bon, c'est dans l'esthétique du film, tu vois. Voilà. Oui, c'est peut-être dans l'esthétique du film, mais bon... C'est dégueulasse. Non, mais t'inquiète. C'est dégueulasse. Il y a Secret Invasion aussi avec son générique. Ils ont Alors, j'ai pas osé ça par le la voir, thématique du film. Enfin, bon, mais tu vois, tous ces trucs, on a quand même on a une grève en ce moment qui secoue Hollywood, une grève des scénaristes et des figurants, et en fait, on se rend compte que les grands studios essaient plus ou moins de reprendre et de scanner des visages aussi pour éliminer de plus en plus de figurants. Et ça aussi, tu vois, c'est un petit peu
Le fait qui démontre qu'une IA ou quelqu'un qui emploie une IA peut être contre toi. Mais on a aussi des IA qui peuvent nous aider. Je te prends un exemple d'un autre bouquin. Donc, si Rome n'avait pas chuté, c'est un historien qui reprend donc et ChatGPT et Midjourney et qui va essayer d'imaginer et si Rome avait découvert l'industrialisation et les technologies, tu vois, ou la machine à vapeur. Et c'est comme ça qu'on imagine des scénarios. Donc, tu vois, là, dans cet exemple, ces deux, donc ChatGPT et Midjourney peuvent nous servir à faire quelque chose et nous assister. Donc, bien sûr, mais c'est des du outils, coup, quoi. bon, il y a d'autres tomes, sinon je vais pas tout vous lire le bouquin non plus, hein. Là, on a juste repris une nouvelle. Mais du coup, je sais ce que vous allez me demander, c'est que est-ce que cet essai, en fait, il est facile à lire? Quelque part, tu as une dizaine de nouvelles, tranquillou bilou, tu peux te les lire, c'est sur le thème du travail. Et puis si tu as envie ensuite d'aller plus loin dans les réflexions, tu as juste à côté des articles justement d'universitaires qui vont essayer de développer ces idées pour essayer de faire avancer la réflexion au niveau du travail. Et tu as des thèmes plutôt sympas. Donc là, je t'avais dit l'amour au travail, mais tu as aussi les divers mondes numériques. Tu as l'utopie de ne plus travailler. Qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Est-ce que c'est réaliste? Tu as l'éradication du burn-out. Donc, qu'est-ce qui se passe si on t'interdit d'avoir un burn-out? Qu'est-ce qui se passe si on t'interdit de t'ennuyer au travail? Si on t'interdit d'avoir un burn-out, ça veut dire qu'on te met une pression et qu'on te pousse au burn-out. Bah oui, du coup. donc, Mais, il y a aussi l'entreprise. C'est pour ça que l'utopie n'existe pas. Ah bon? Et donc, vous trouvez des vocations pour les travailleurs, mais même parfois contre leur gré. Donc, imagine, tu es très doué actuellement pour, je sais pas, pour organiser des emplois du temps, mais toi, ce que tu as envie, c'est d'écrire ou de publier. On va dire non, tu vas quand même faire des emplois du temps jusqu'à la fin de ta vie. Et voilà. Et donc, cet essai à l'origine... C'est beaucoup trop actuel et c'est beaucoup trop des discussions que j'ai vues très récemment, genre cette semaine. Ça fait mal, hein, ça pique un peu. Hein. Et donc cet essai à l'origine, ça devait être juste le début d'une étude et normalement il devait y avoir, donc dirigé toujours par toutes ces universités dont j'ai eu du mal à me souvenir, mais tout est noté. Cet essai au départ c'était juste une base et ensuite ils allaient poursuivre donc la collaboration entre les acteurs de science-fiction et les universitaires pour essayer de développer justement tous ces thèmes. Et pour ceux même qui pensent que lire les travaux d'études, parce que des fois je t'avoue que tard le soir, t'as plutôt envie de te lire un truc sympa plutôt qu'une étude sur le travail, t'as quand même la postface d'Ariel Kirio qui derrière va tout te reprendre et tout assembler. Donc t'es même pas obligé de réfléchir trop pour essayer de comprendre le truc. Puis après, tu peux ou le lire d'une traite, tu te fais ça d'un coup, ou alors tu pioches de temps en temps quand, au hasard d'une discussion, quelqu'un te dit « Bah dis donc, mon entreprise, en ce moment, elle a bien envie que je fasse des emplois du temps. » Et donc, voilà. Oh, c'est beaucoup trop des sujets que j'ai eus. Ah Alors oui, déjà, non, l'IA pour des raisons que je vous ai dit au off juste avant. Ouais. Mais sur le travail, j'ai eu ces discussions avec ma sœur et un pote il y a 4 ou 5 jours on parlait des bullshit jobs. Et du coup, ma sœur n'acceptait pas l'idée de bullshit job et du coup, on lui a expliqué que il y a un paquet d'inefficacité dans les entreprises qui sont nécessaires pour que les gens gardent du travail, parce que si on rend les travails plus efficaces, on se rend compte qu'on peut produire la même chose et la même valeur avec moins de monde, et que du coup, les gens n'ont pas besoin de travailler pour produire la même valeur. Ouais. Et ça pose un problème sociétal, quoi, de grande ampleur, parce que notre société n'accepte pas ça. Économiquement, ça marche, mais culturellement, ça marche pas pour l'instant. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. Écoute, si jamais on le retrouve pas, parce que le problème étant qu'ActuSF ayant déposé bilan, je sais toujours pas qui va reprendre ce livre. Mais faut chercher. Mais du coup, il est plus vendu du tout, les stocks qui sont rappelés dans ces cas. Sur le site ActuSF, pour le moment, il n'y a aucun stock, il est en rupture. J'ai pas regardé sur les sites marchands, c'était chez le non-ami américain pour voir s'il y en avait encore. Mais je pense que ça doit encore se trouver en librairie. Peut-être qu'on l'aura en numérique, j'espère en tout cas. Et j'espère surtout que on va continuer, enfin ils vont continuer le travail. Parce que, je sais pas, peut-être que les IA voudront se syndiquer plus tard. Est-ce qu'on va travailler encore plus?
Ça m'intéresse, surtout pour les vacances. Il va y avoir 100 tomes qui vont tourner comme des vieux fanzines à une époque où tu faisais tourner tes fanzines. Ouais. La copie sous le manteau. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez faire un trafic des livres travaillés encore, envoyez-moi des messages. Je t'avoue que ça m'intéresse vachement plus que l'histoire chrétienne. Mais pour l'instant, c'est un choix personnel. Hein. C'était pas de l'histoire chrétienne, c'était les croisades. Moi, il y avait un bateau. Les articles des universitaires m'intéressent beaucoup plus que les nouvelles, pour le coup. Ouais. Oui, Pourtant, il y a avoir Pierre le côté... Bordage, hein. Il vient de Nantes. Je sais pas. Non, mais en l'occurrence, je suis assez d'accord avec Roméo parce que je pense, de notre point de vue de personne ici, les nouvelles, ça va être des trucs, les idées, on les aura déjà vues dans beaucoup de choses, on les aura... Enfin, c'est des trucs auxquels on a déjà pensé, je pense. Mais avoir le côté universitaire de la chose derrière, il y a c'est aucune ce qui nouvelle m'intéresse qui va le te plus. révolutionner le truc. Hein. Ça, on est bien... Elles sont plaisantes à lire, faut pas non plus cracher dans la soupe. Elles sont là pour illustrer, quoi. Elles sont pas là pour inventer en même temps, c'est normal. ça. Elles sont là pour faire une base de travail et derrière, tu as des articles, mais de toute forme. Hein. Tu peux avoir juste une discussion, tu peux avoir une démonstration avec avis 1, avis 2, synthèse et tout le bordel. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je t'avoue que ça m'intéresse bien. En annotation, je conseillerais à tout le monde de lire, d'un point de vue utilité publique, le premier tome des robots de Asimov, parce que le premier tome explicite quelque chose qui pour moi n'est pas compris par la plupart des gens, c'est-à-dire qu'une IA, ça fonctionne avec un champ sémantique qui lui est propre, et la sémantique, c'est très important quand tu parles à un robot, parce qu'il va justement appliquer à la lettre, quoi. Et le premier tome des robots, c'est plein de petites histoires de robots d'enquêtes sur des robots qui n'ont pas fait ce qu'on attendait, et pour savoir pourquoi, et on se rend compte que c'est leur programmation, ils ont obéi aux ordres, en fait, la plupart du temps. Et c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de donner les ordres à des robots, quoi. Parce qu'on se comprend, on a notre ressenti à nous, on sait comment on interprète les choses et comment un humain interprète, mais un robot n'interprète pas comme nous. Et du coup, voilà, je considère ça d'utilité publique de lire le premier tome des robots. Ouais. Il est assez impressionnant. Tout le reste après, mais le premier tome est assez intéressant là-dessus. J'avais un prof de maths qui, en cours de programmation, nous avait dit c'est pas compliqué. Un ordinateur, c'est comme un enfant très très doué en maths, mais c'est un enfant. Donc tu dois tout lui expliquer étape par étape et il va faire exactement ce que tu lui dis. Par contre, il est super doué en maths, mais il comprend pas forcément tout comment faire, quoi. D'ailleurs, il y a une dissonance totale dans la plupart des gens qui connaissent rien à l'informatique, qui m'énerve beaucoup. C'est de dire c'est l'ordinateur comme ça, il y a un truc qu'on comprend, enfin il y a un truc qui marche pas, quoi. Et l'ordinateur, il y a jamais rien qui marche pas. L'ordinateur, il fait tout le temps ce qu'il est censé faire. C'est juste qu'il a été mal programmé à la rigueur, mais c'est une contre-intuition de se dire que c'est l'ordinateur qui fait des erreurs. L'ordinateur, il fait pas d'erreurs, il fait ce qu'on lui a demandé. Non, mais à chaque fois qu'on me dit qu'il y a un problème d'ordinateur, je lui demande toujours est-ce que tu as discuté avec. Parce que souvent, c'est quelque chose qui marche. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as discuté avec? Est-ce que tu as regardé si tes formules fonctionnaient? Et après, tu vois s'il y a quelque chose qui marche pas. Comme on disait dans mon métier précédemment, c'est l'interface homme-clavier, chaise-clavier le problème, quoi. Bon, passons à un roman. Le premier roman que j'ai lu depuis longtemps. L'Hôtel de verre de Emily St. John Mandel. Pourquoi j'ai lu ce roman que j'ai acheté cette semaine? Parce que je me suis rendu compte qu'elle venait aux Utopias. Elle est dans la liste des 10 ou 11 noms qui ont été annoncés début de mois. Il n'y a pas tout le monde, mais pour l'instant, on sait qu'elle est là. Et je connaissais son nom parce que j'avais vu, il y a, je sais pas, l'année dernière, je crois, Station Eleven, qui est une adaptation d'un de ses romans de 2014, et que j'avais trouvé assez incroyable, qui se passe... Alors déjà, roman de 2014, le point de départ... ça va se passer surtout à Chicago, mais c'est une grippe très virulente qui tue beaucoup de gens et dans l'urgence, et ça fait s'effondrer le monde. Donc c'est le Covid en plus vénère, écrit quelques années avant le Covid. Et en fait, on suit plusieurs personnages entre globalement deux époques. L'époque juste après le début de l'épidémie et le moment où tout le monde est mort, sauf une certaine partie de la population, et le futur 15 ou 20 ans plus tard. Et j'avais beaucoup aimé la série parce que elle sort un petit peu justement de certaines... elle interroge la transmission de la violence à travers les générations et la transmission via la pop culture et comment briser un cercle qui paraît inéluctable
quand on est habitué à la fiction qu'on connaît en l'occurrence, mais qui n'est pas une vérité sociologique établie, quoi. Et alors déjà, c'était en plus, c'est Mackenzie Davis dans le rôle principal. Et alors je sais pas si vous la connaissez, mais Alten Catchfire, le dernier Terminator, c'est la résistante du futur qui vient. J'ai pas d'autres titres de ce qu'elle a fait sous les yeux, mais un très bon cast et une très bonne histoire. C'est en 8 ou 10 épisodes, je sais plus. Mais c'est comme ça que je m'étais intéressé à Emily St. John Mandel, mais j'avais pas encore lu de roman. Je voulais m'y mettre, mais je voulais pas commencer par Station Eleven parce que j'avais un souvenir trop récent de la série. Et L'Hôtel de Verre est sorti il y a quelques semaines, le 23 août, je crois, chez nous. Sauf qu'en voulant acheter l'Hôtel de Verre, je me suis rendu pas l'Hôtel de Verre, je parle de la Mer de Tranquillité. En voulant acheter la Mer de Tranquillité, je me suis rendu compte que c'est une suite SF à l'Hôtel de Verre, et du coup qui spoilait totalement le bouquin. Donc je me suis dit, bah, commençons par l'Hôtel de Verre. C'est comme ça que je me suis lancé sans rien savoir du bouquin. Et le synopsis, c'est une sorte de mystère autour de ce fameux hôtel et d'un événement qui se passe à l'hôtel, qui est un graffiti qui est noté en gros sur une des baies vitrées de l'hôtel, et qui traumatise une certaine partie des gens qui sont sur place, alors que c'est pas le truc le plus violent du monde. La phrase exacte, c'est est-ce que ça vous dirait de manger du verre brisé ou du verre pilé, quelque chose comme ça, quoi. C'est une incitation à manger du verre pilé. Et du coup, le mystère un petit peu autour du bouquin, puisque c'est pas un polar, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi les gens sont si choqués? Et en fait, le roman n'a pas exactement de personnage principal. On va naviguer entre plusieurs époques et entre plusieurs personnages. Et tout va tourner autour d'un fameux hôtel dans lequel la plupart des protagonistes vont passer à un moment ou un autre, et vont être liés par cet hôtel ou par leur vie à d'autres moments. Et on va partir, je crois, à la date, dans le passé, le plus lointain qu'on a, c'est 1999, qu'on voit au début de livre. Et ça va jusqu'à 2029 pour certaines anecdotes, mais sinon, 2019, on va dire, il y a en gros 30 ans d'histoire, mais ça se passe plutôt sur 20 ans. Et on va suivre plusieurs personnages. On commence par Paul, qui est un mec qui est en école de com en 1999, et on se rend compte qu'il raconte son passé à son psy en 2019, et qui va nous raconter sa peur pré-bug de l'an 2000, parce qu'il va nous raconter sa soirée du coup de passage à l'an 2000, et sa peur, enfin, et sa tentative de drague d'une membre d'un groupe de rock, qui va mal finir, et on va laisser Paul pendant très longtemps, parce qu'après on ne le reverra jamais. On va naviguer entre plein de personnages, enfin on le reverra jamais, sauf avant, pas avant la moitié du bouquin, je pense. On va naviguer entre plusieurs personnages, dont je pense celle qu'elle a voulu être le personnage principal, qui est Vincent, qui est globalement une grosse partie d'Emily St. John Mandel, je pense, dans son nom, dans ses origines. Elle est canadienne, elle a grandi dans la région de Vancouver, et l'hôtel se trouve dans cette région-là. Clairement, l'histoire du personnage semble être, et les messages qu'elle semble vouloir passer avec le personnage, ça semble venir d'elle principalement. Mais c'est quand même pas le personnage principal. C'est une sorte de personnage caméléon alors qu'elle est la sœur de Paul, du coup la demi-sœur de Paul, mais qui va naviguer entre plusieurs vies au sein du roman, et être à un moment la compagne de celui par qui tous les drames se passent au sein du roman, puisque on se rend compte que le sujet du roman, c'est la crise financière de 2008. Et en fait, on suit un ensemble de personnages qui sont liés à cette crise, et à un plan de Ponzi, en fait, à une pyramide de Ponzi. Donc une référence directe à Madoff, mais c'est pas Madoff, il a un autre nom au sein du livre. Et on va explorer un certain nombre de personnages et d'époques, et passer par lui notamment. On sait qu'il finit en prison. On a une partie de ses pensées en prison et de ce qui vit en prison. On a beaucoup de choses. Et vraiment, en fait, on oublie assez rapidement que le livre ne cherche pas à nous poser de vrais mystères, puisque c'est en l'occurrence lui qui va être le principal choqué par le message dans l'hôtel, un hôtel qu'il possède d'ailleurs, et dans lequel il va régulièrement quand il est dans le coin, quoi. Et on découvre assez tard dans le livre pourquoi il est particulièrement choqué par ça, mais c'est vraiment pas le propos du livre, puisque le propos du livre, c'est d'explorer socialement les États-Unis et le Canada à travers un certain nombre de personnages qui sont dans des milieux sociaux différents, et ça explore la notion de différents mondes, en fait, de différents mondes
de différentes couches de population et de différentes classes sociales, avec le personnage de Vincent qui navigue un petit peu entre ces classes sociales, et certains qui ont triché, comme le Madoff-like, qui a triché pour réussir, et ça explore notamment l'idée que tous ceux qui l'ont emmené avec lui, une grosse partie savaient en fait, étaient conscients que le plan qu'il proposait financier était une arnaque, parce que ça peut économiquement pas fonctionner, mais ça explore l'idée que les gens sont quand même poussés par l'idée de s'enrichir et en fait, tant que ça marche, ça marche. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque y a une partie... je me suis posé la question tout le roman de si ça allait aller dans la SF ou le fantastique, puisque la suite, qui du coup... qui est La mer de tranquillité, est officiellement une histoire SF avec du voyage dans le temps, des choses qui se passent à plusieurs époques. Ça va, je sais pas, de notre époque à 2400 et des poussières, je crois, La mer de tranquillité. Donc, je me posais la question, on a une sorte d'élément fantastique qui peut être en fait une sorte d'élément psychologique, plutôt, mais dont la concomitance et la répétition à travers certaines personnes fait que ça en devient un élément fantastique. Mais c'est pas hyper intéressant, enfin c'est pas hyper important, c'est plus intéressant dans les moments dans lesquels ça vient, ça va aussi explorer pendant toute une partie du roman l'idée de contre-vie, c'est-à-dire que ce Madoff, une fois en prison, s'invente une vie qui est une vie alternative dans laquelle les choses se sont passées différemment. Et du coup, vous voyez des personnages qu'il connaît intervenir dans des contextes différents. Et petit à petit, on comprend qu'il commence à perdre la raison, à se mêler en fait entre les deux réalités. Quoi dire de plus? Alors les deux, j'ai sorti 2 citations de ce roman. Une que je trouvais très intéressante, c'est vous savez ce que j'ai appris au sujet de l'argent quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ma vie à Singapour me semblait plus ou moins identique à celle que je vivais à Londres. C'est là que j'ai réalisé que l'argent est un pays en soi. Et c'est dans une discussion entre Vincent et un autre personnage qui est assez similaire, qui a un parcours assez similaire. Et c'est assez intéressant parce que c'est ces personnages qui sont des personnages caméléons. En fait, Vincent devient une sorte de femme trophée pour le Madoff à un moment. Mais on le voit de son point de vue à elle, et on voit que c'est un compromis moral, mais que c'est pas si important que ça pour elle, et qu'en fait, elle cherche juste à survivre dans un monde qui, de base, était pas fait pour elle, parce qu'elle a eu une enfance qui était pas forcément simple. Et la deuxième, c'est qu'il y a une exquise insouciance à se réveiller chaque matin en sachant que le pire est déjà arrivé, parce que pendant toute une partie du roman, on explore le moment de l'effondrement, en fin 2008, avec la soirée dans laquelle ça va basculer où ils savent que leur plan est arrêté, donc ils vont commencer a été grillé, donc ils vont commencer à broyer des documents, à déchiqueter des documents et des choses comme ça. Et on a un certain nombre de personnages en fait, là, il y a une société qui est divisée, qui est sur 2 étages, et il y a une partie legit, une partie pas legit. On suit ceux qui sont pas legit. Et la plupart, et leur réaction, en fait, face au fait de savoir qu'ils vont se faire arrêter. Donc il y a celui qui va partir au Mexique direct, celui qui va prévoir, mais du coup va se faire griller parce qu'il fait que prévoir. Et du coup, son historique de recherche, c'est mort, quoi. Il se prend des charges en plus. Et il y a ce personnage qui, en gros, il sait qu'il va se faire griller, donc il a préparé des aveux avant. Il essaye de voler certains documents pour les garder pour le FBI plus tard. Il s'invente lui-même une contre-vie. Et il a cette remarque que, en fait, le fait de savoir que, en fait, c'est mort et que le pire est derrière lui, et que ça va s'arrêter, ça le soulage, en fait. Il y a cette idée que c'est la fin de la culpabilité, en fait. C'est la fin du fait de se faire ronger intérieurement par la culpabilité. C'était assez désarçonnant le fait que... il y a un mystère, il y a un personnage qui meurt sur la fin, mais ça fait 450 pages, et je crois que la mort arrive pas... Enfin, on sait pas que la personne est morte déjà avant un moment, mais ça n'arrive pas avant la 400e page, je pense. Donc c'est vraiment... il y a une petite enquête à un moment sur la mort d'un personnage, mais que sur la fin. Et la résolution est dans les dernières pages. Mais c'est assez désarçonnant comment, en fait, on ne sait pas ce que ça va nous raconter, ça nous raconte ça nous raconte ce que ça veut, et ça nous prend, c'est assez fluide, alors que dans la narration, c'est vraiment pas classique, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est la 3e personne, et en fait, quand on parle du coup de cette société où tous les employés étaient dans le complot, ou l'arrangement, comme ils appellent ça. Ils appellent ça l'arrangement, le truc qui fait qu'ils gagnent de l'argent. Déjà, dans le nom, ils savent que c'est un peu louche.
Mais c'est raconté à la première personne comme si le narrateur avait fait partie de ce groupe, sans qu'on sache jamais qui c'est au sein de tout ça. Et c'est pareil, le chapitrage et le découpage au sein des chapitres. C'est assez aléatoire, ça va vraiment au gré du besoin des scènes. Mais pour autant, ça se lit très bien. Et je me suis fait la remarque que s'ils voulaient adapter ça, du coup, j'ai toujours pas lu Station Event, mais s'ils veulent adapter ça, il n'y a pas grand chose à faire en fait pour en faire une série télé dans le découpage existant. Mais voilà, alors ça me donne très envie maintenant d'acheter La Mer de Tranquillité. Malheureusement, il vient de sortir, donc il n'est pas en poche. J'ai acheté celui-là en poche. Je vais devoir attendre 2 ans avant de le lire ou de le lire en e-book d'ici là, mais j'ai pas envie d'avoir une collection cassée, quoi. De l'importance des Mais dos dans une bibliothèque. exactement, l'importance. D'un fan étrange. Mais c'était une très bonne lecture, très agréable. J'ai lu ça en 4 jours, vraiment une bonne trouvaille. Voilà, je crois que j'ai fait un long monologue, donc n'hésitez pas si vous voulez réagir, ou si le chat veut réagir. Bah, ça rappelle un petit peu l'histoire de 1Q84, je sais pas si tu te souviens. Non. En fait, ils partent du principe que tu as un monde en 1984 et un monde parallèle légèrement différent qui s'appelle 1Q84. Et tu as l'histoire donc de 2 personnes qui évoluent entre ces 2 univers. D'accord. Me demande plus le nom de l'auteur, je m'en souviens plus. Je suis sûre que dans le chat, ils sont en train de le crier. Alors, au risque de spoiler le côté contre-vie, c'est vraiment dans la tête du personnage. Ça fait pas partie. Mais à cela se mêlent des apparitions de personnes qui arrivent à des moments assez précis dans l'histoire et qui sont. Et après, plus tard, on voit les points de vue de ces personnes et le fait qu'elles sont apparues, vraiment, qu'elles ont eu la même vision de l'autre côté. Donc ça suggère un élément au moins mystique ou spirituel, mais c'est pas l'importance du livre, quoi. C'est pas capital. Yasmine dit Haruki Murakami selon Wikipédia. Mais merci. Je ne sais pas à quoi. Okay. Pour un Q84. Murakami, ok. Voilà, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ? Sinon le chat, et sinon la même question que la dernière fois. Est-ce que vous avez des lectures en cours ? De quoi vous nous parlerez une prochaine fois ? Qu'est-ce qui vous chauffe ? Actuellement, je lis un des tomes de Honor Harrington, la saga de David Weber. Okay. Donc pour l'instant, je suis dans la première partie du tome. Donc en règle générale, il y a une stratégie pour des méchants, pour aller combattre l'héroïne du moment qui s'appelle Honor Harrington. Et puis on va voir comment tout va se déjouer. Ok. Toi, Clara ? J'ai commencé les dépossédés de Le Guin et Créature d'un petit pays de... je crois que ça se prononce Ju-hee Kim, qui est une autrice qui est née en Corée, d'une famille coréenne, mais a immigré aux États-Unis quand elle avait 5 ans. Et donc, Les Dépossédés de Le Guin, c'est de la science-fiction. Et Créature d'un petit pays, c'est un épique historique qui se passe sur, je crois, 50 ans de l'histoire de Corée, qui commence en 1917 pour l'occupation du Japon et finit dans les années 60. Voilà. Bon, j'ai du mal à lire, donc j'ai tendance à très facilement aller sur... quand j'arrive pas à lire, je me mets à lire du cozy crime, mais sinon j'essaie de lire ça. Ok. Roméo, tu lis quoi, toi ? Alors, je me suis enfin attaqué à The Last Ronin de Lost Years, donc on en parlera ailleurs. J'ai pas commencé encore. Je l'ai laissé traîner pendant longtemps, donc au moment, voilà. J'ai TMNT Street Fighter aussi dans ma pile, finalement je l'ai prise. À moi. J'ai ça aussi à lire. J'ai enfin lu le TMNT Power Rangers 2. J'ai ça aussi. Ça, tu peux y aller. Dan Mora m'attend. Ouais, tu peux y aller. Pas de Dimeo, pas grave, il y a Dan Mora, quoi. Ok. Et c'est bien The Last Ronin, là ? Enfin, Lost Years ? Bon, on en reparlera sur Tales from the Sphere. Suivez Tales from the Sphere. J'attends de le finir. Quand on est là. Je suis en train de me relire un peu Awashi. Suite au dernier tome, parce qu'en fait, souvent... Ils sont à combien de tomes, là, chez iComics ? Chez Bogatsu, du coup. Okay. 18, parce que le truc, c'est que, vu que souvent, j'oublie de lire, et je me retrouve à avoir totalement oublié ce qui se passait avant. Oui, du coup, tu relis les 3 derniers, des trucs comme ça. C'est ça. Et voilà, je connais. Vraiment le côté, enfin il y a vraiment, moi qui ai grandi avec le foot, donc voilà, et Usagi Yojimbo que je me relis parce que
que c'est magique. Moi, quant à moi, j'ai pas commencé une nouvelle lecture, mais je vous avais dit qu'il fallait que je lise Saison de sang la dernière fois, j'ai toujours pas lu. J'hésite entre ça et je me suis acheté en même temps que j'ai acheté du coup l'autre jour l'Hôtel de Verre, j'ai acheté La Maison des Feuilles parce que je suis tombé sur la réédition de La Maison des Feuilles avec une édition, une nouvelle édition colorée, je crois, ou je ne sais plus, mais je crois que c'est ça, c'est une nouvelle colo ou quelque chose comme ça. Donc de Marc Danielewski, qui est un roman qui date de 2000, mais j'en ai entendu parler parce qu'il est assez célèbre pour son fond et sa forme. C'est un roman mystère dont la forme est assez particulière. Ça parle d'une maison un peu bizarre avec dont la taille et les pièces semblent changer. Et dans la narration, déjà, il y a plusieurs narrations au sein du bouquin. Il y a 3 narrations différentes qui s'entremêlent à l'intérieur, et dans la forme, ça va compresser ou décompresser le récit. Donc, en fait, c'est un livre très visuel en plus d'être une histoire, quoi. Donc, il faut que je me lise ça. Salut, Queen. Eh ben, écoute, j'allais raider vers toi dans 5 minutes, donc je raiderai vers quelqu'un d'autre. Mais salut en tout cas. Donc, je lis ça, je vais lire ça, je pense. Ça ou du coup, la saison de sang. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Sinon, je vais regarder vers qui je vais raider et puis on va dire au revoir à tout le monde. Merci à toi, Litena, d'avoir été là, et puis merci beaucoup. Et puis de toute façon, on se retrouve probablement demain sur ta chaîne à toi. Et dans 2 semaines en live. Je raid, je vous dis au revoir et puis à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Bonus.